Bien. La vie privée au travail, sinon travail et vie privée, entre le désir de réussir et le risque de sur investissement, comment concilier votre vie privée et votre vie professionnelle à l'heure où l'on parle, il y a plus de risques psychosociaux et en particulier des risques liés au burn-up. Je peux dire aujourd'hui que le droit à une vie privée est un droit très raffiné. Donc, parce que la vie privée et la vie professionnelle, c'est des vies qui vont de pair. En tant que gestionnaire de ressources humaines, je peux dire avec assurance que quand un collaborateur a du mal avec sa vie privée, cela aura des impacts sur sa vie professionnelle et vice-versa. Donc, au titre des articles du Code civil, du Code du travail, bon, quand même, tout le monde sait que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les seules limites autorisées par la loi sont celles rendues strictement nécessaires par le but poursuivi dans le cadre de la relation de travail ou des relations professionnelles. Donc, autrement dit, si tout salarié a des droits de matière générale, ceux-ci sont forcément limités sur un lieu de travail et durant des horaires de travail, afin que le travail puisse bien se faire dans les règles de l'art. Mais cependant, si l'employeur aussi peut réduire les droits de chacun de ses salariés au titre de bonne marche de l'entreprise, ces réductions ne peuvent exister que dans la limite où elles sont strictement nécessaires à la réussite de l'entreprise. On peut dire, par exemple, qu'il est interdit de sortir pendant les heures de travail sans autorisation. Donc, c'est comme si on vous prive de votre liberté d'aller et revenir. On vous dit peut-être aussi que le bavardage est interdit dans le logo. Donc, c'est des choses qui sont nécessaires à la réussite de l'entreprise. Donc, aussi les caméras de surveillance peuvent être, voilà. C'est tout ça, c'est des choses qui peuvent vous pousser à dire que votre droit est bafoué. Donc, droit à une vie privée et surveillance des salariés. Alors, Monsieur Dongo, vous avez eu sûrement à fréquenter des entreprises ou même si c'était des visites où vous avez eu à voir des surveillants, l'entrée et sortie, des caméras de surveillance, je veux dire. Donc, au titre des restrictions les plus courantes, on notera bien évidemment la vidéosurveillance. Après cette vidéosurveillance, on a la géolocalisation. Donc, un employeur a-t-il le droit d'utiliser un dispositif de vidéoconférence ou des dispositifs de géolocalisation pour surveiller ses salariés? Alors, la réponse dépend de la finalité de l'opération. OK? Si le système de vidéoconférence est destiné à prévenir tout risque d'intrusion ou de vol, même doublé d'un système d'écoute,
ce système pourra être mis en place sans que le salarié ne soit prévenu. Donc, en revanche, si le système est destiné à surveiller les salariés, alors l'employeur devra prévenir l'individu, chaque salarié. À défaut, il ne pourra pas utiliser les caméras contre ses salariés. J'explique. Si vous rentrez dans une entreprise où la caméra, vous n'êtes pas prévenu qu'il y a caméra de surveillance et que vous êtes en train de voler et que la caméra de surveillance vous montre en train de filmer et de voler et que vous avez déjà volé, cette vidéo qu'on a prise de vous ne pourra pas être utilisée contre vous. C'est beau, non? Vous voyez comment la loi protège les gens. Donc, il y a ça, il y a aussi d'autres choses que vous pouvez ajouter. Donc, il en va de même pour le système de géolocalisation. L'employeur ne pourra pas installer un tel système sans en avertir au préalable son salarié, ni faire en sorte que le salarié puisse le désactiver dans le cadre de sa vie privée. Donc, en aucun cas, l'employeur ne pourra utiliser le système de géolocalisation à d'autres fins. Par exemple, aussi, j'ai enfin de calculer le nombre d'heures travaillées par son salarié en optimisant ses déplacements. Donc, le droit à une vie privée, ordinateur et papier personnel. J'ai choisi de parler de cette deuxième partie. Après, je vais parler d'une troisième partie. Alors, pourquoi? Parce que il y a des gens qui pensent que leur ordinateur au travail est intouchable. Un employeur plutôt peut bel et bien, parce que la question se pose très souvent, est-ce qu'un employeur peut-il fouiller mon casier ou consulter mon ordinateur en mon absence? Donc la réponse, je dirais oui, et je dis avec ce qu'on appelle l'appui de la loi. La réponse est oui. Tous les matériels et documents mis à la disposition du salarié durant ses heures et à son poste de travail sont considérés comme professionnels. À ce titre, ils sont parfaitement consultables à tout moment par le chef d'entreprise et ou son représentant, même en l'absence de l'intéressé. L'ordre doit être hiérarchisé. Donc, c'est soit le chef qui le fait, soit le chef mandate quelqu'un de le faire. Alors, les gens qui sont sur le même, ils peuvent pas le faire. C'est-à-dire que toi et moi, on travaille bien évidemment ensemble dans le bureau. J'ai besoin de quelque chose qui vient de toi, je dois te demander. Je ne dois pas en aucun cas attaquer directement ton poste. Soit je vais demander à notre chef supérieur de me donner l'autorisation de venir dans ton bureau et utiliser ton ordinateur, ou bien je demande l'autorisation à toi d'abord avant de le faire. Alors toutefois, dès lors qu'un document ou un matériel aussi clé USB, je voulais CD, livre, est clairement indiqué comme personnel, l'employeur ne peut pas et ne pourra pas y accéder. Alors, il en va de même pour les documents qui se révèlent être de nature privée, même en dehors de toute signalisation. L'employeur pourra en prendre connaissance, mais ne pourra pas les utiliser contre le salarié. Bon, c'est le cas, par exemple, de mails échangés entre un salarié et sa petite amie, par exemple, sur la messagerie professionnelle et pendant les heures de bureau. Quand bien même le salarié
il faisait clairement affichage de sa volonté de démissionner. Le conseil de prud'homme a rappelé que l'employeur ne pourra pas s'en servir au soutien de sa procédure, même s'il veut renvoyer. Alors, cependant, le simple fait que les mails soient issus de la messagerie personnelle du salarié ne suffit pas à déclarer la correspondance privée. Ok, donc de même que la mentionnée, donc donnée personnellement, ne peut pas suffire à protéger comme privé tout un disque dur par ailleurs, qui est réputé peut-être propriété de l'entreprise ou pas. Alors, le droit à une vie privée et l'utilisation d'Internet au travail. Cette dernière partie, pour terminer, en la matière, les juges du Conseil de prud'homme tiennent compte du temps volé à l'entreprise. Bon, peu importe que l'utilisation d'Internet soit régie ou non par le règlement intérieur. On notera également que dans la mesure où les connexions réalisées durant le temps de travail sont réputées professionnelles, l'employeur est parfaitement fondé à chercher à les identifier, ok, même en l'absence du salarié. Donc ainsi, un salarié a été licencié pour avoir visité des sites sans rapport avec son travail, téléchargé et adressé pas moins de 188 mails contenant des vidéos, des textes, des images ou des documents à des collègues, alors que le règlement intérieur interdisait par ailleurs ce genre de pratique. Tandis qu'un autre ayant effectué 10 000 connexions en 2 semaines sur des sites n'ayant aucun rapport avec ses missions, l'a été sans mentionner au règlement intérieur. Un clerc de notaire qui avait utilisé Internet à titre privé pendant 8 heures en moins de 2 mois et corrélativement effectué des erreurs dans son travail a également été jugé fautif, par des juges prud'hommes. Donc, en revanche, les juges de la cour d'appel du pays de Douai, si je me souviens bien, ont refusé de valider le licenciement d'une assistante fondée sur son usage privé d'Internet, sans indication de durée, et du téléphone compte tenu de son ancienneté. Elle avait 14 ans d'ancienneté. Alors, et de l'absence de sanctions disciplinaires antérieures. Ces choses ont permis à cette dame d'être sauvée. Alors, il peut arriver que dans certains pays aussi, on peut s'en passer, mais il serait prudent de faire attention. Bon, il faut aussi savoir que en Afrique, notamment au Sénégal, c'est pas toutes les entreprises qui vont mettre des pare-feux pour savoir tous les chemins que l'employé a eu à prendre pour travailler.
Alors, le droit, il y a d'autres droits. Le droit à une vie privée et cause des licenciements. Le droit à une vie privée et liberté vestimentaire. Il y a le droit comment on appelle ça? L'expression dans le cadre du travail. Tous ces droits que je ne vais pas parler, dont je ne veux pas parler, ils sont dans le cadre du travail liés. Ok? Alors, par exemple, je dirais en principe pour un faire relevant de la vie privée, le motif à un licenciement, sauf si cela fait un impact sur la vie de l'entreprise ou si ça fait constituer un manquement du salarié ou une obligation issue de son contrat de travail. Dans ce cas, bon, bien sûr, un fait relevant de la vie privée peut légitimement justifier un licenciement disciplinaire. Donc ça serait beaucoup parlé quand je vais essayer de rentrer dans ces détails. Le droit aussi à une vie privée et liberté vestimentaire. Bon, en principe quand même, un salarié est libre de s'habiller comme il l'entend et ne peut donc pas être licencié en raison de sa tenue vestimentaire. Mais cependant, cette liberté n'est pas absolue. Et le Code civil stipule que l'employeur peut licencier un salarié en raison de sa tenue si cela est justifié par son travail et proportionné au but recherché. Donc, il faut savoir que vous ne pouvez pas vous habiller comme, excusez-moi du terme, une stripteaseuse pour venir dans une banque, voilà. Ou bien l'entreprise, l'usine demande des tenues bien spécifiques et vous venez des tenues de protection, je veux dire, tous les tenues de protection, les casques et tout. Et vous venez en short, polo, je sais pas, culotte, basket. Donc c'est en protection, alors que c'est chimique là-bas. Donc cela concerne bien évidemment le port des vêtements, des équipements de sécurité, des chaussures, des pantalons, voilà. Mais cela concerne aussi, par exemple, le port des signes distinctifs, en particulier religieux, notamment le fait de porter des croix Jésus-Christ ou de porter des pendentifs ou d'autres choses qui peuvent montrer votre appartenance religieuse. Alors, donc, du coup, pour conclure tout ça, s'il y a un conseil que je donne, comme d'habitude, à tous ceux que je coach, à tous ceux qui prennent plaisir à travailler avec moi, le lieu de travail, c'est un lieu convivial, un lieu de partage, d'aide, d'épanouissement. Mais il ne faut pas en abuser. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre employeur ou de votre responsable pour des questions, parce que chaque entreprise est différente. Sur le point culture, sur le point social, d'un pays à un autre, chaque situation dépendra. Donc, si je n'ai pas eu à discuter avec vous spécialement pour savoir d'où vous venez, dans quel type d'entreprise vous êtes, je ne peux pas vous donner un conseil, des conseils spécifiques. Donc, de votre question, je m'arrête là. Et j'espère juste que j'ai eu à répondre à cette question, même si c'est d'une manière brève. Ce serait bien de me contacter, qu'on discute plus humblement, afin de vous aider
à vous comporter mieux. Parce que quand je regarde tout le texte que vous m'avez envoyé, avant de poser la question sur le travail et vie privée, je vois que vous êtes confronté